Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Nouvel épisode qui est le deuxième épisode, la deuxième rencontre avec Doriane Moretus. Doriane Moretus, comédienne, directrice d'une compagnie de théâtre de rue, la compagnie Haddock, et également clown. Doriane, nous vous avons présenté votre activité de comédienne la semaine dernière et nous allons en venir maintenant à votre activité de clown. Alors, on va l'aborder, si ça vous convient, dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique. C'est-à-dire que vous avez commencé par être clown dans cette association qui s'appelle Le Rire Médecin, qui est donc dans les hôpitaux. Et puis ensuite, vous êtes devenu clown à Clowns sans frontières. Et d'ailleurs, vous revenez, vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure, d'une des activités hors frontières, précisément, de clown. Donc, on va commencer par Clowns sans frontières. Un mot pour présenter cette organisation non gouvernementale. Oui, alors Clowns sans frontières envoie des artistes, donc c'est une association qui est composée de bénévoles, d'artistes bénévoles, et qui envoie donc des artistes, des clowns, mais ça peut être aussi des circassiens, des danseurs, dans des pays, dans des zones où il y a eu des guerres, où il y a des camps de réfugiés, où il y a eu des désastres climatiques, enfin là où c'est nécessaire. Voilà. Donc moi, j'y suis rentrée en 2005. En 2005, et peut-être pouvez-vous déjà dire un mot de ce qu'ont été vos débuts à Clowns sans frontières et aussi de ce qu'ont été les moments les plus marquants de ces plus de 15 ans, 17 ans de pratique. Oui. Alors, j'ai commencé par aller partir. On m'a proposé de partir juste en tant que clown, qu'artiste, avec une équipe aux Philippines. J'ai eu beaucoup de chance sur ce voyage de partir avec T-News, le regretté T-News, qui est venu faire des dessins de Charlie Hebdo. Voilà, qui est venu faire des dessins de cette mission. Qui sont magnifiques. Donc, c'était une mission très, très forte qui m'a beaucoup marquée parce que c'était ma première mission. Donc, on a été, comme à chaque fois, donc il y a un repérage qui a été fait, etc., qui n'était pas moi cette fois-là. Et donc, on a joué dans des centres de détention, sur la montagne d'ordures, dans les orphelinats. Et puis, ce qui m'avait évidemment beaucoup frappé, c'était le centre de rétention pour mineurs, ce qui est quand même assez dur. C'était ma première expérience, donc c'est vrai que je me suis dit, ça prend tout son sens de venir là, de jouer là, de jouer dans ces petits lieux. Voilà. Donc, suite à ça, comme ça s'était bien passé, très vite, on m'a proposé de prendre la direction artistique de plusieurs missions. Et donc, la première mission que j'ai faite, c'est après le tsunami, dans le Tamil Nadu. On nous avait demandé, Médecins sans frontières nous avait demandé d'y aller assez rapidement, ce qu'on n'a pas fait tout de suite, parce qu'on pense que ce qui est d'abord important, c'est que les gens ont d'abord accès aux soins et à la reconstruction de leur village, etc., avant d'avoir peut-être la reconstruction de leur âme. Et donc, on a attendu 1 an avant de partir. Et nous sommes partis dans les villages de pêcheurs qui avaient été dévastés par le tsunami. Et là aussi, c'était... y a toujours plein d'images qui viennent de cet enfant qui vous... alors qu'on est déjà maquillé en clown, etc. Parce qu'évidemment, on arrive dans des villages où il n'y a pas grand-chose. Et on est avec trois copines, on est maquillés en clown et cet enfant qui te prend par la main et qui t'emmène à la plage et qui montre toutes les tombes de tout. Ça, c'est mon père, ça, c'est ma mère, ça, c'est mes frères, ça, c'est mon oncle. C'est des images qui restent, qui sont fortes. Et malgré tout, la résilience, le rire. C'est ça qui c'est ça qui me plaît dans toutes ces missions, c'est que malgré le désespoir, malgré le chagrin, malgré des fois la misère, malgré tout ça, le rire passe au-dessus.
Et c'est pour ça aussi que ça prend tout son sens d'être là-bas, quoi. Quand vous êtes là-bas, vous êtes uniquement des artistes qui sont en représentation ou vous contribuez à former aussi des locaux pour eux-mêmes donner des spectacles? Alors, il faut, c'est sûr que si on fait comme aux Philippines, à cette époque-là, on n'y était qu'une seule fois, on ne forme personne. Maintenant, on a fait des workshops à la demande des ONG locales. On a fait des workshops avec les enfants, mais on a formé légèrement, on va dire, des animateurs pour qu'ils aient un peu d'outils de jeu à faire avec les enfants. L'Inde a une grande histoire, c'est ma grande histoire d'amour parce que j'y suis allée pendant 12 ans. Donc c'est vrai que j'ai créé des liens là-bas. Donc au départ, on part avec une équipe uniquement française, même si elle est composée des fois de nationalités différentes, mais enfin, elle part de France. Alors, juste un mot, parce que l'Inde, c'est grand, comme dirait Monsieur Prudhomme. Donc, c'est quelle Inde C'est que le Tamil Nadu. D'accord. C'est que le Tamil Nadu. Au départ, on était vraiment sur la côte. Dont vous allez nous rappeler où c'est, parce qu'il n'est pas sûr que nous soyons tous absolument aussi bons en géographie que ce serait nécessaire. Ben, le Tamil Nadu, c'est le sud-est. La vague, elle a tapé vers Pondichéry, tout ça. Évidemment, elle a tapé ailleurs, mais elle a tapé là. Donc, les premières années, on a été surtout sur la côte, dans les villages de pêcheurs. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, énormément d'associations du monde entier venaient là et que c'était peut-être temps pour nous de nous extraire de la côte, qu'ils étaient déjà bien soutenus et que, effectivement, l'un des grands, Tamil Nadu est grand. Et on s'est dirigé vers Chennai et les enfants des rues et les orphelinats et d'autres structures qui avaient besoin de nous, où il y avait beaucoup moins d'ONG présentes. Et donc, au départ, on n'est que nous, enfin, on n'est que notre petite équipe qui part de France. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est quand même de transmettre et d'essayer de voir comment les choses peuvent évoluer. Alors, on fait un workshop de clown, on rencontre des artistes locaux, et ensuite, les artistes locaux intègrent. Et finalement, au bout de quelques années, il y a plus d'artistes indiens que de Français. Et après, la dernière fois que je suis allée en Inde, il n'y avait qu'une équipe indienne j'ai mis en scène le spectacle avec eux, mais ils l'ont tourné sans nous. Et aujourd'hui, je suis très fière d'annoncer que Clowns sans frontières Inde a été créé il y a 1 an. Donc, ils sont autonomes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner à imaginer, à voir un de ces spectacles? Qu'est-ce qu'ils font, ces clowns? Ils font pas, vous l'avez dit, ils crachent pas le feu, ils font pas des jongleries, ils font le numéro classique de l'Auguste et du clown blanc. Alors, on essaie de faire des choses très, très visuelles. Donc, c'est des situations burlesques. Il y a des choses qui font rire partout. Effectivement, le blanc qui s'en prend plein la tronche par l'Auguste, ça fait rire partout. Les courses-poursuites, celui qui est grand et maigre est plus fort que celui qui est costaud. Enfin, les classiques du clown. Après, on essaye d'intégrer aussi de l'imaginaire. Par exemple, là, j'en reparlerai après, mais de prendre des objets du quotidien et d'essayer de les détourner, un balai, d'en faire des marionnettes, on rajoute de la musique, on crée des costumes sur place. Donc c'est très visuel, c'est très rythmé. Il n'y a pas de message, ni politique, ni religieux, ça c'est notre philosophie de Clowns sans frontières, de toute façon. Mais on peut aborder un peu des choses sous la forme de l'humour. Par exemple, moi, j'aimais bien un peu déranger le cliché en Inde où la femme est plutôt soumise et l'homme a tout pouvoir. Donc, j'aimais bien un peu renverser les rôles, que la clown féminin était beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus forte que le petit, que le garçon, par exemple. Ça faisait beaucoup rire les instituteurs et institutrices, surtout. Et surtout les enfants. Donc, on essaie de bouleverser un peu comme ça des petits clichés, mais on peut pas. Moi, je dis toujours, on peut
On peut déranger, mais il ne faut pas perturber. Il faut pas que ça les mette mal à l'aise. De toute façon, nous, on demande toujours aux locaux, aux artistes locaux, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça, c'est autorisé? Est-ce que ça, c'est pas trop? Bon, voilà, donc ils disent non, mais là, c'est un peu trop, ça va les mettre mal à l'aise, on ne le fait pas. Alors justement, il y a des tabous, il y a des sujets particulièrement sensibles. Est-ce qu'en Inde, vous avez eu à surmonter des difficultés, surmonter des méfiances, surmonter même des hostilités? Au départ, quand on est venu en Inde, j'étais partie avec le logisticien avec qui j'ai fait énormément de missions. C'est-à-dire qu'on part toujours en binôme, c'est-à-dire qu'il y a un référent artistique et puis il y a un référent plutôt logistique qui s'occupe des sous, de trouver les lieux, des logements, de où on va manger, etc., de comment on va... Et donc, la première année, je rigole parce que c'était tellement drôle, on ramait un peu. La première année, on est arrivé en Inde, donc on s'est dit, on va tout blinder en tant que bon Européen, on va tout prévoir, on va tout bien blinder. Donc, on a été voir des orphelinats, des écoles, des villages. On rencontrait soit la mère supérieure, soit c'était le chef de village en disant, on viendra tel jour, à telle heure, on viendra, où est-ce qu'on pourra jouer, ce sera là. Faut rigoler, mais c'est vrai qu'on était partis hyper confiants en disant, voilà, on a blindé notre tournée. Et quand on est arrivé 6 mois plus tard, plus rien ne marchait. Là, on devait jouer, il y avait des vaches. Là où il y avait, normalement, on devait se changer, ils avaient mis du riz. Plus rien ne marchait. Et donc, on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on s'adapte au jour le jour. Et donc, quand on voyait les maires supérieurs ou les directeurs d'école, etc., la première question qu'ils nous posaient, ils disaient, mais ça sert à quoi ? Ok, vous venez faire un spectacle. Une fois qu'on avait dit que c'était pas religieux, pas politique, etc., ça les inquiétait toujours beaucoup, qu'il n'y ait pas de message. Bon, d'accord, il n'y a pas de message, mais alors ça sert à quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre, les enfants ? Parce qu'ils sont vraiment dans l'apprentissage, il faut que ça serve, tout doit servir. On disait, ça sert à développer leur imaginaire, à un peu de gaieté, pendant 1 heure, à pouvoir se projeter ailleurs, etc. Des fois, on a eu du mal à convaincre de dire que c'était pas une perte de temps pendant 1 heure de venir voir un spectacle. Au contraire, ça contribuait à leur développement. Parce qu'en Inde, ils sont beaucoup chaque enfant copie, ils sont beaucoup dans la reproduction, tout le monde fait la même chose. Dans les écoles, quand ils chantent tous la même chose. Quand ils dessinent, ils remplissent des dessins dans les traits, mais les dessins, ils existent déjà. Enfin, toutes ces choses-là. Et donc, on a dû vraiment montrer que c'était intéressant, que ça ouvrait l'esprit des enfants, que c'est une ouverture sur le monde. Et petit à petit, on a eu vraiment on va dire des fans, que ce soit dans un institut pour enfants qui ont le sida ou un orphelinat. On a eu d'année en année, on revenait et c'était de mieux en mieux organisé, c'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il y avait un endroit où on allait jouer qui devait être propre, etc. Mais on a eu des réticences, hein. Vraiment, surtout sur la perte de temps que ça pouvait signifier pour les enfants. L'inutilité du rire. Voilà. Alors que moi, je pense que c'est tout le contraire. Il y a quelques semaines à peine, vous êtes revenu des camps palestiniens. C'était il y a 1 semaine. Il y a 1 semaine de notre date d'enregistrement. Oui. Je crois que c'était particulièrement compliqué. Alors, c'était très compliqué. On y a été il y a 2 ans. Quand on va en territoire occupé, c'est toujours compliqué parce qu'on atterrit à Tel Aviv et qu'il faut déjà passer la sécurité qui se demande ce qu'on fout là, etc. Donc, voilà. On n'atterrit pas là comme ça et puis on se dit au petit bonheur la chance, on va aller... Non, c'est organisé. On travaille avec le cirque palestinien de Birzeit. Donc, on a un itinéraire qui a été défini en avance. On sait où on va jouer. Cette année, comme il y a beaucoup plus de tensions qu'il y a 2 ans, il y a des endroits où on n'a pas pu aller, comme Naplouse, comme Jenin, parce que avec l'ambassade de France, ils nous ont déconseillé d'y aller. Et donc, on a été quand même à Hébron. Et à Hébron, ça a été très problématique
Alors curieusement, on pensait qu'on allait avoir des problèmes avec l'armée israélienne. Eh bien, c'est plutôt avec les islamistes qu'on a eu vraiment des problèmes jusqu'à être exfiltrés avec des mecs qui nous ont protégés. Les 2 dernières dates étaient un peu chaudes. Voilà. Et donc, ce qu'ils nous reprochaient, donc, parce qu'on jouait, on était une équipe mixte, aussi, ben, évidemment garçons-filles, mais il y avait 4 Palestiniens et on était 4 Français. Et en fait, ce qu'ils nous reprochent, c'est déjà d'être hommes et femmes ensemble. Ça, c'était le premier reproche. Deuxième reproche, c'est la musique. Troisième reproche, c'est de ne pas porter le voile. Et puis de pervertir les enfants. Donc, on a dû arrêter. Le dernier spectacle, on l'a arrêté au bout de 10 minutes et on n'a jamais démonté aussi vite. Le premier, on a été arrêté par quelqu'un qui après, les Palestiniens nous ont dit qu'ils disaient que les Palestiniens étaient des traîtres, qu'ils avaient été payés par l'Occident pour pervertir les enfants palestiniens. Voilà, donc là, on a continué, mais bon, j'avoue qu'on était un peu pétrifiés avec notre plumeau dans la main. On s'est dit, est-ce qu'on reprend, on reprend pas. Finalement, on a repris, mais j'avais toujours un peu l'œil qui allait à gauche et à droite pour voir s'ils allaient pas revenir ou s'il y avait pas une pierre qui allait me tomber sur la tête. Voilà. Et c'est vraiment dommage. En fait, on a ressenti une profonde tristesse. Une profonde tristesse pour les enfants. Parce qu'on s'est dit, ils sont pris en otage, ils sont en étau, et vraiment, le rire, c'est la dernière barrière contre l'obscurantisme. J'ai dit, vous étiez dans les camps palestiniens, vous étiez dans les territoires occupés, oui. Évidemment. Il y a aussi, je crois, une expérience particulièrement intense, c'est celle que vous avez faite dans les camps de réfugiés en Tanzanie, les camps de réfugiés burundais. Oui, tout à fait. On nous a demandé, ces plans internationaux qui nous avaient demandé de venir dans les camps en Tanzanie parce qu'il y avait un conflit armé au Burundi et donc des milliers de Burundais passent la frontière à pied et se retrouvent dans des camps. Il y avait 80 000 personnes en fait. Et donc on arrive là. Et là c'est vraiment parce qu'on dit souvent les camps palestiniens. Je reviens juste un petit peu en arrière. Moi, la première fois, je pensais voir des camps. Mais en fait, c'est des villes. C'était des camps, mais c'est devenu des villes. Mais là, c'est des vrais camps. Enfin, des vrais camps avec des tentes qui sont alignées, mais qui sont très, très bien organisés. Il y a plusieurs ONG internationales qui s'occupent du quotidien et qui est très bien organisé, mais du coup, les enfants, c'était aussi pour apporter... Là, les gens ne se posent pas la question pourquoi on vient. Ils sont très contents qu'on vient. Et là, c'était ce qui a été très compliqué, c'est de ne pas se laisser déborder par le nombre d'enfants et d'adultes qui venaient voir le spectacle. Alors, on s'était dit qu'on allait faire par quartier. Et donc, on voyait toujours le chef du quartier. Mais la première fois qu'on a joué, eh bien, en fait, les enfants se sont dit le mot à l'autre quartier, ce qui fait qu'au lieu d'avoir à chaque fois un certain nombre d'enfants, en fait, le nombre d'enfants grossissait tous les jours. Il y avait de plus en plus d'enfants. Alors, on a essayé de trouver des moyens pour faire un espèce de gradin naturel, parce qu'on était dans une terre rouge, sous un cagnard. Et donc, on s'est dit, bon, avec Christophe Renaud-Delage, qui est un photographe qui était venu avec nous, il avait trouvé l'idée de prendre une corde et de faire un peu comme un tourniquet. C'est-à-dire que les enfants qui passaient sous la corde, ils passaient en premier. Après, on levait un peu la corde. Les enfants qui passaient là faisaient le deuxième cercle, et puis le troisième cercle, et puis le quatrième cercle. Ce qui fait qu'on avait un espèce de gradin naturel, sans chaise. Et c'était un grand, grand, grand moment. Et là, je savais, en partant, qu'il fallait que, par exemple, quand on dit « qu'est-ce que vous faites comme numéro ?» Là, on savait qu'il y aurait beaucoup d'enfants. Donc, il fallait des choses très visibles,
de grands spectacles. Pas des choses trop intimistes, parce que c'est... Voilà. Donc, j'étais partie avec des circassiens. Donc, il y avait du tissu, il y avait du main à main, il y avait de la musique en live. Donc, tout ça fait que, même s'ils étaient loin, il y avait des choses à voir. Voilà. Et il fallait qu'à 5 heures, on soit impérativement sortis du camp. Donc, Parce que pour la sécurité. Aucune ONG ne reste après 17 heures dans le camp parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que ça peut potentiellement être dangereux et on se retrouve dans le village à côté à manger du riz et du poulet. Comment ça s'appelle, les poulets tout maigres là qui courent là. Je sais plus. du poulet bicyclette. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc et là, on se rend compte que vraiment, les enfants, ils étaient d'une joie. C'était vraiment, ils étaient mais tellement lumineux, alors qu'ils possèdent 3 fois rien. Et on s'est rendu compte le prix d'une bouteille d'eau en plastique. Donc, le premier jour, il y a un enfant qui me demande s'il peut prendre ma bouteille en plastique. Maintenant, on a tous des gourdes. Hein. À Clowns sans frontières, c'est fini. On n'a plus de bouteilles en plastique. Mais à l'époque, on avait encore des bouteilles en plastique. Et je lui dis oui. Et là, je me rends compte que c'est très, très précieux, cette bouteille, parce que ça sert à mettre de l'huile, ça sert à plein de choses. Et donc, ils se battent pour cette petite bouteille en plastique. Et c'était vraiment... on s'est dit, oh là là, donc plus de bouteilles, on montre plus rien, parce qu'on ne veut pas créer une émeute pour ça, alors que c'était un moment de joie, quoi. Ouais, voilà. Et vous avez recommencé le spectacle ensuite, ou le lendemain, ou vous êtes revenu quelques mois tous les après, jours. tous les jours. On en est resté pendant 15 jours. Donc, on a joué tous les jours, 2 fois par jour. On jouait 2 fois par jour, on montait, on démontait, on montait. Voilà. Bon, j'ai pu tester Médecins sans frontières, parce qu'un jour, je me suis sentie très, très mal. Et je me suis retrouvée comme les autres dans le camp de Médecins sans frontières. Et j'étais bien contente qu'ils soient là. Doriane Moratus, donc, dans un premier temps, nous avons parlé de votre vie d'artiste de rue. Oui. Dans un deuxième temps, nous venons de parler de votre vie de Clowns sans frontières. Je vous propose que nous nous retrouvions la prochaine fois pour parler de votre activité de clown toujours, mais avec le rire médecin. D'accord.